Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. D'honorables magistrats de la République du Niger viennent d'ouvrir le bal du retour de la Math sur la terre noble de nos ancêtres, l'Afrique. Le tribunal de Niamey vient de condamner d'une façon méthodique et exemplaire la France, l'Angleterre et l'Allemagne à payer 115 milliards d'euros de réparation pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques, le pillage des richesses du peuple africain du Niger. En ce dimanche 8 février 2026, j'ai la joie profonde, la joie solennelle et la joie sacrée de vous parler d'une excellentissime nouvelle qui nous vient de la République africaine du Niger. Siégeant à Niamey les 1er au 2 février 2026, les juges du tribunal de Niamey ont énoncé un verdict historique, un verdict tellurique, un verdict fondamental qui devra, vous le verrez, inspirer tous les autres juges des tribunaux africains contemporains. Ce verdict concerne 3 puissances occidentales coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes économiques contre la patrie africaine du Niger. Je vous demande par conséquent d'écrire Good Life. Good Live. G-O-O-D-L-I-V-E pour protéger ce programme qui, à peine annoncé, a été sévèrement attaqué sur la plateforme Université d'Afrique des Libertés, avec une tentation d'empêcher qu'on parle d'une information que chacun peut vérifier. Écrivez Good Live. La traduction, ce n'est pas bonne vie. N'écrivez pas ça en français, écrivez cela en anglais. Parce que le mot live dans la langue anglaise signifie émission en direct. Si vous voulez écrire en français, écrivez bon direct. N'écrivez pas bonne vie. Ce n'est pas la traduction de good life. Live en anglais signifie émission en direct. Bien sûr que live est tiré du verbe to live qui veut dire vivre. Mais quand on veut dire la vie en anglais, on ne dit pas live, on dit life. Life. L-I-F-E. Life. Alors ici, nous sommes dans une émission en live, c'est-à-dire une émission qui se déroule en direct. Soit vous écrivez en anglais Good Live, L-I-V-E, Good, G-O-O-D, soit vous écrivez en français bon direct. Ça, là, c'est la bonne traduction. N'écrivez pas bonne vie. Bon, je vous remercie de me souhaiter une bonne vie, mais ça n'a pas le sens de good life. Ça n'a pas le sens de good life. Voilà. Vous pouvez écrire en français bon direct, bonne émission en direct, ou vous écrivez en anglais, parce que la plupart des machines parlent davantage anglais que français. Eh bien, il faut écrire good live. Alors, c'est un très grand moment. Depuis plusieurs années, vous qui êtes mes témoins sur les réseaux sociaux, j'ai défendu l'idée que les magistrats africains devaient s'emparer de tous les crimes qui ont été perpétrés contre l'Afrique. Même si les décisions de justice africaines ne sont pas encore certaines de pouvoir s'appliquer partout ailleurs dans le monde avec la même puissance.
qu'elles peuvent s'appliquer à l'intérieur des pays africains, j'ai toujours argumenté en faveur de la prise en charge des grandes tragédies africaines par les systèmes judiciaires. En effet, il n'est pas normal qu'un continent comme le nôtre ait subi la traite négrière sans que nos magistrats, dans tous les pays africains, s'asseyent pour juger de la traite négrière, évaluer les conséquences de la traite négrière, repérer les coupables de la traite négrière et les condamner avec une évaluation des réparations. Il n'est pas normal qu'un continent immense, le premier continent de l'humanité, l'Afrique, ait subi la barbarie coloniale et que nos magistrats ne s'asseyent pas dans tous nos pays pour évaluer la barbarie coloniale, identifier les coupables de cette barbarie, évaluer les pillages que l'Afrique a subis et énoncer des verdicts pour punir les coupables. La justice commence d'abord par le combat contre les grandes injustices. Si on ne peut pas combattre les grandes injustices, on ne peut pas combattre les petites. Car les grandes injustices qui sont les plus flagrantes doivent être l'objet d'un traitement de choc. Et c'est ce traitement qui doit inspirer la justice de proximité. Une justice de proximité sans la prise en charge des grands crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, la prise en charge des crimes culturels, des pillages qui ont été perpétrés, des systèmes judiciaires qui ronronnent et qui s'occupent essentiellement de nos petites affaires, ne sont pas à la hauteur du besoin de civilisation. Ils ne sont pas à la hauteur des aspirations à l'accomplissement de la dignité humaine sur notre continent. J'aimerais, au départ de cette émission, en ce dimanche 8 février 2026 depuis Bamako, vous demander si vous vous souvenez que j'ai plusieurs fois, dans des centaines d'émissions, appelé les magistrats africains à siéger sur la traite négrière, à siéger sur la barbarie coloniale, à siéger sur les coups d'État néocolonialistes, les génocides organisés par l'impérialisme sur notre continent. Est-ce que vous vous souvenez? J'aimerais que vous apportiez, vous, mes compagnons internautes sur les réseaux sociaux, vous êtes maintenant plus de 15 000 personnes rassemblées. J'aimerais que vous témoigniez que c'est l'une des thèses que votre serviteur a répétées et répète depuis des années dans chacun des enseignements qu'il dispense sur ces plateformes. Si j'ai créé l'Institut de l'Afrique des libertés, qui fonctionne aujourd'hui à plein régime, à partir de la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako au Mali, c'était entre autres pour amener nos gouvernements, amener nos magistrats à assumer leurs responsabilités à propos de la triple barbarie subie par l'Afrique. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit quelques tribunaux occidentaux, quelques tribunaux internationaux qui évoquent de temps en temps la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme et leurs ravages, alors que nos propres tribunaux, nous-mêmes qui sommes les descendants des sociétés qui en ont été victimes, nos propres tribunaux se taisent. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une omerta des justices, une omerta des palais de justice africains sur la traite négrière, sur la colonisation, sur les génocides néocoloniaux, sur le pillage de l'Afrique? Comment peut-on espérer améliorer le quotidien des millions, des centaines de millions, bientôt des milliards d'Africains, si on n'est pas capable de s'assurer qu'on leur garantit la plus impeccable des justices? Donc, il faut que tout le monde comprenne l'esprit de cette émission, de cette conférence du dimanche 8 février 2026. Il s'agit de voir un cas d'application d'une idée dont nous avons déjà amplement démontré la nécessité théorique. L'une des plus grandes joies
dans l'engagement politique et dans la recherche scientifique, c'est de voir mise en œuvre une idée noble à laquelle on a pensé avec les autres. Nous sommes, de ce point de vue, bénis. Bénis par la prospérité. Bénis par la providence. Pour pouvoir assister en cette année 2026 à un verdict d'un tribunal africain condamnant des puissances coloniales, des puissances néocoloniales, des puissances impérialistes à payer et se donnant les moyens de les faire payer, comme vous allez le voir. C'est une étape symbolique et psychologique, spirituelle, décisive. C'est une véritable révolution judiciaire que l'Alliance des États du Sahel, et ici en particulier donc le Niger, sont en train d'impulser. Il faut donc être attentif à la démonstration des magistrats de Niamey. Une démonstration more et ordinée géométrico, laquelle a conduit à la condamnation de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne à payer une somme totale de 115 milliards d'euros de réparation. Pour exposer ce sujet, je vais procéder en deux étapes. Dans une première étape, je vais vous faire prendre connaissance de l'ampleur de la décision, de toute la structure de la décision, à travers une micro-vidéo que nous allons écouter. Elle dure environ 8 minutes. Et dans la deuxième partie, nous allons tirer de la jurisprudence, c'est-à-dire de ce cas de verdict donné par le Niger, nous allons en tirer les fondements de la révolution judiciaire africaine à laquelle toutes les Africaines et tous les Africains sains d'esprit doivent aspirer. Voilà la méthode que nous allons suivre. Cette émission est tout naturellement dédiée aux grands magistrats, africains de Niamey, au pays de son Excellence le général Abdourahmane Tiani. L'émission leur est dédiée. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier moment, l'exposé de la décision. L'exposé de la décision, il est mis à notre disposition par une synthèse de presse dont j'ai d'ailleurs publié, dont j'ai publié hier le contenu sur ma page Facebook. Je vous la montre, cette synthèse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire, une décision de justice qui secoue. Je vais essayer de vous avoir le son le plus... Imaginez un peu le tableau. Un tribunal au Niger vient de rendre un verdict. Et ce verdict fait l'effet d'une bombe dans plusieurs capitales européennes. Je vous reprends ça. Une décision de justice qui secoue littéralement les relations entre l'Afrique et l'Europe. Imaginez un peu le tableau. Un tribunal au Niger vient de rendre un verdict. Voilà. Et ce verdict fait l'effet d'une bombe dans plusieurs capitales européennes. On va décortiquer tout ça ensemble pour bien comprendre ce qui vient de se passer. 115 milliards d'euros. Voilà, le chiffre est lâché. C'est le cœur de toute cette histoire. Une somme qui donne le vertige. Et attention, ce n'est pas juste une compensation financière. Non, pour le tribunal de Niamey, c'est le prix à payer pour un siècle entier d'exploitation. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible qu'un tribunal national au Niger puisse condamner 3 géants européens à payer une somme pareille? Eh bien, pour avoir la réponse, il va falloir qu'on remonte le temps, qu'on tire le fil d'une histoire assez complexe, faite de conquêtes, de contrats, et c'est le mot des juges, de spoliation. Alors, pour y voir clair dans cette décision monumentale, voilà comment on va procéder. On va commencer par le verdict lui-même. Ensuite, on regardera l'accusation principale et la chronologie des événements. Puis, on analysera les 2 grands piliers juridiques de l'affaire. On décortiquera la sentence, bien sûr, et on terminera en se posant la question, est-ce qu'on est face à un précédent qui pourrait tout changer? Première section, un verdict historique. Alors, tout commence le 1er février 2026. C'est une date à retenir. C'est ce jour-là que le tribunal de Niamey, plus précisément sa chambre des crimes économiques et contre l'humanité, a rendu son jugement. Un jugement public et surtout en dernier ressort. Et l'affiche, franchement, elle est incroyable. D'un côté, on a le peuple du Niger qui se présente comme souverain. Et de l'autre, pas moins que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
3 poids lourds européens, tous accusés d'avoir collaboré pour piller les ressources du pays. On passe à la deuxième section, l'accusation principale. Au fond, qu'est-ce qu'on leur reproche? L'idée centrale du dossier, et elle est pour le moins audacieuse, Écoutez bien. c'est que les actions de ces 3 pays ne sont pas juste une suite de coïncidences. Non, c'est une stratégie continue et parfaitement coordonnée. Et pour ça, le tribunal utilise un concept juridique bien précis, celui d'entreprise criminelle commune. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire Entreprise que pour les juges, on n'a criminelle pas affaire à des commune. actes isolés, mais à un véritable plan concerté. L'argumentation est la suivante. Depuis 1884, depuis la fameuse conférence de Berlin, ces 3 nations auraient partagé un seul et même objectif, mettre la main sur les richesses du Niger, sans se soucier ni de sa souveraineté, ni même de la vie de sa population. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment le tribunal a distribué les rôles, un peu comme dans un scénario. On a l'Allemagne, qui aurait été l'architecte de tout ça, celle qui a dessiné les plans du partage à Berlin. Ensuite, le Royaume-Uni, qui aurait joué le rôle du complice diplomatique, celui qui donne son accord et légitime l'opération. Et enfin la France, qui aurait été le bras armé sur le terrain, et plus tard l'opérateur économique qui extrait l'uranium. C'est cette idée de responsabilité partagée, solidaire, qui mène à une condamnation commune. Allez, on avance. 3e section. On va voir maintenant comment le tribunal a étayé cette accusation. Pour ça, les juges ont fait un travail d'historien. Ils ont reconstitué une chronologie très précise pour prouver que cette fameuse entreprise criminelle n'a jamais vraiment cessé. Et cette chronologie, elle est vraiment parlante. On part de 1884, la conférence de Berlin, où l'idée germe. On passe à 1899 avec la conquête militaire brutale, la mission Voulet-Chanoine, qui ancre le contrôle par la force. Puis, un saut en 1961, les indépendances. On signe des accords de coopération, mais pour le tribunal, ce n'est qu'un habillage. La spoliation continue. Et enfin, les années 70, le début de l'extraction massive d'uranium. Vu comme ça, pour les juges, c'est limpide. Chaque événement est une pièce qui s'emboîte parfaitement dans la précédente. Section 4. Maintenant, sur quoi repose l'argumentaire du tribunal d'un point de vue juridique? Eh bien, il est construit sur 2 grands piliers. 2 types de crimes bien distincts mais qui se complètent. L'un couvrant les dégâts humains, l'autre les dégâts économiques. Voilà ces 2 piliers. D'un côté, on a ce que le tribunal appelle les crimes de sang. Là, on parle de dommages physiques, directs, les massacres, l'empoisonnement. Et de l'autre côté, le pillage financier, c'est-à-dire le vol pur et simple des richesses du pays. Et oui. Et ce qui est important, c'est que le tribunal a accordé la même importance, la même sévérité à ces 2 aspects. Alors, si on regarde de plus près les crimes de sang, l'accusation est construite en 3 temps. D'abord, le passé lointain, les massacres de la conquête coloniale, comme ceux de la mission Voulet-Chanoine. Le tribunal les qualifie de crimes contre l'humanité, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être prescrits. Ensuite, on passe à une sorte d'homicide industriel de masse, le fait d'avoir exposé pendant des décennies des mineurs nigériens à la radioactivité sans protection. Et enfin, le 3e point, c'est un crime qui regarde vers l'avenir, l'empoisonnement durable de l'environnement, la contamination des nappes phréatiques à Arlit. Et le 2e pilier, le pillage financier, est tout aussi lourd. Et là, attention, il y a un élément qui change tout. Le tribunal a pris une décision radicale. Il a déclaré nuls tous les accords signés depuis 1961. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que selon les juges, ils ont été signés sous la contrainte. Ils sont entachés de violence et de fraude. Les implications sont énormes. Si ces contrats n'ont aucune valeur légale, ça veut dire que tout l'uranium qui était sorti du sol nigérien depuis les années 60 l'a été de manière illégale. Il a été C'est la volé. définition même de l'enrichissement sans cause. Mhm. Et le tribunal a donc tout recalculé, non pas sur le prix dérisoire payé à l'époque, mais sur la vraie valeur de cet uranium sur le marché mondial. Bon, on a vu les accusations, la chronologie, les arguments. On arrive maintenant à la 5e section, le moment fatidique, la sentence. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour les 3 pays qui ont été condamnés? Alors, ces fameux 115 milliards d'euros, comment on y arrive? C'est assez simple en fait. Il y a 85 milliards qui correspondent à la valeur de l'uranium qui a été, selon le tribunal, volé. On ajoute 20 milliards de dommages et intérêts pour les crimes de sang, une sorte de prix du sang pour toutes les victimes. Et enfin, 10 milliards sont fléchés vers un fonds souverain pour la santé, avec un objectif très précis, décontaminer la région d'Arlit et soigner les populations affectées. Mais attention, la sentence ne s'arrête pas à l'argent, loin de là. Le tribunal a aussi ordonné quelque chose de très fort, la nationalisation, immédiate et sans aucune compensation. Très bien. De tous les actifs miniers, toutes les usines, tous les gisements qui appartenaient à des entreprises des 3 pays condamnés. Très bien. Clair, c'est une reprise de contrôle total sur les moyens de production. Et puis, il y a cette autre mesure qui est absolument spectaculaire.
Toute la dette que le Niger avait envers la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne est annulée, balayée. Le tribunal l'a requalifiée en dette odieuse. Eh oui. C'est un concept en droit international qui désigne une dette contractée par un régime, mais contre les intérêts de son propre peuple. Pour le tribunal, c'est simple, cette dette était légitime, donc on l'efface. Et pour être bien sûr que sa décision soit appliquée, le tribunal a mis en place des mesures de coercition. La saisie immédiate de tous les stocks d'uranium qui se trouvent sur le sol nigérien. L'expulsion de tous les responsables des entreprises et des États concernés, déclarés persona non grata. Et surtout, ce point est crucial. Le tribunal affirme que son jugement est souverain et final. Il ne peut être contesté nulle part ailleurs, pas même dans la Cour pénale internationale. En gros, le Niger dit « c'est nous qui jugeons et c'est la fin de l'histoire ». Dernière section. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. Au-delà du cas du Niger, qu'est-ce que ce verdict signifie? Quelles pourraient être les conséquences à plus grande échelle? Est-ce que c'est juste un événement isolé? Ou est-ce que ça pourrait marquer le début de quelque chose de nouveau dans les relations entre le Nord et le Sud? Cette citation, elle vient tout droit de la notification du jugement. Et elle résume tout. La justice de Niamey a parlé, non pas selon le droit de l'occupant, mais selon le droit de la terre et du sang. Le droit de l'occupant est différent c'est une déclaration d'indépendance du droit de la terre et du sang. L'idée, c'est que la justice ne se base plus sur les lois héritées de la colonisation, mais sur sa propre légitimité, celle de sa terre et de son histoire. Et tout ça nous amène à la question finale, une question absolument fondamentale. Ce jugement qui mélange réparation pour le passé et souveraineté économique pour le futur, est-ce qu'il pourrait créer un précédent? Oui. Est-ce que d'autres nations, en Afrique ou ailleurs, pourraient avoir envie de s'engager dans la même voie que le Niger? Absolument. C'est une question qui reste ouverte et que seul l'avenir pourra trancher. Ah, en tout cas, nous, on se bat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire. On se bat pour ça. Ce sont littéralement les relations entre l'Afrique et l'Europe. Imaginez un... Mes chers amis, vous avez écouté cette synthèse plutôt bien faite par cette journaliste qui mesure toute l'ampleur du verdict qui a été énoncé le 1er février 2026 par la Chambre des crimes économiques et des crimes contre l'humanité du tribunal de Niamey. Vous avez retenu les 6 principaux points qui ont été développés dans cette synthèse. Les accusés sont, eh bien, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Qu'est-ce qui leur est reproché? C'est une stratégie de pillage commune, une entreprise criminelle commune qui se serait donc déroulée entre 1884 et 2026. Donc, l'Allemagne, la France et l'Angleterre sont considérés comme complices dans cette entreprise criminelle commune où l'Allemagne, en 1884, a joué le rôle justement de celle qui partage l'Afrique, qui organise le partage de l'Afrique sans les Africains. La Grande-Bretagne a joué le rôle de celle qui facilite et qui permet. Et la France, quant à elle, a joué le rôle du bras armé qui assassine pour piller. Il nous est rappelé que les juges de Niamey ont revisité l'histoire et ont retenu dans l'histoire 3 dates importantes. 1884, ça c'est le congrès de Berlin, le partage de l'Afrique sans les Africains. 1899, ça c'est la conquête militaire barbare, sauvage, de la mission française Voulet-Chanoine, qui a perpétré force crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes économiques, des horreurs sur son passage. Et 1961, c'est la pseudo-indépendance. 1960, c'est la pseudo-indépendance. Eh bien, accordée au Niger, une indépendance piégée, puisque les dirigeants nigériens étaient braqués par la puissance coloniale française, qui va les amener à signer tout naturellement des accords de coopération et de défense qui ne sont pas en faveur de la souveraineté nigérienne, mais qui maintiennent, eh bien, dans le joug néocolonial, le frêle État d'alors du Niger. Vous avez suivi la 4e phase essentielle de l'analyse de cette décision de justice. Quels sont les crimes qui sont reprochés